Chapitre 9. Progrès problématique. Devant lui se trouvait un levier. Deux options, droite et gauche. À la gauche de Fad, il y avait une piste, un chemin gris clair qui se détachait sur fonte noire, une obscurité qui semblait être partout où le chemin n'était pas. Derrière le levier, à courte distance, le chemin bifurquait, avec une branche qui partait loin vers la droite. Fad tendit la main et toucha le levier. Froid et rigide, mais il pensait pouvoir le bouger. « Bonjour », dit une voix d'enfant. Un jeune garçon se tenait sur la partie proche du chemin. 5 ans, peut-être moins. Il avait un sourire joyeux sur le visage et portait un uniforme comme s'il allait à l'école. « Comment vous appelez-vous » Fad le lui dit, et l'enfant applaudit, comme si le nom de Fad était la chose la plus brillante au monde. Fad lui posa la même question, et le garçon répondit qu'il ne connaissait pas son nom, qu'il l'avait oublié. Cela semblait étrange. Qui oubliait son propre nom? Avant que Fade ne puisse comprendre, des bruits détournèrent son attention du garçon. Sur l'autre chemin, à sa droite et à plusieurs mètres de distance, se tenait un rassemblement de personnes, de toutes tailles et formes, mais elles étaient indistinctes. Leurs visages cachés par des chapeaux, d'épais manteaux, ou simplement difficiles à discerner dans l'obscurité. Elle y l'appelait, frénétiquement, mais Fade ne pouvait pas comprendre les mots. Trop loin. « Savez-vous ce que je veux être quand je serai grand » demanda le garçon. « Dis-moi » répondit Fad, mais il gardait les yeux fixés sur la foule, au loin. Que disait-il? « Un inventeur » cria le garçon. « Je veux faire disparaître tous les problèmes. » « C'est un beau rêve, » répondit Fade. Puis, il vit une étincelle, une lumière derrière le levier, de plus en plus grande, juste au centre du chemin et venant vers lui. « Savez-vous ce que c'est » demanda le garçon, et Fad le vit pointer vers la lumière. « Parce que moi, je le sais. » « Qu'est-ce que c'est » ? « Un choix, monsieur Fad. Vous devez choisir. Le choix est là, devant vous. » Fad regarda le simple levier. Gauche et droite. Derrière la lumière, un rugissement constant montait. Un grincement et un claquement progressif d'engrenages. Les gens sur le chemin éloigné criaient davantage maintenant. Leurs bras s'agitaient frénétiquement. « Peux-tu descendre du chemin » demanda Fad au garçon. « Et aller où » dit le garçon. « Ce chemin est le seul foyer que j'ai. » Le rugissement devenait de plus en plus fort. Un petit garçon, une foule de personnes sans visage. « Vous devez choisir, monsieur. » Fad se retourna et tendit la main vers le garçon. Il allait soulever l'enfant du chemin, l'écarter et envoyer le train dans cette direction. Sauf que, quand il tendit la main vers l'enfant, le garçon recula, secoua la tête. « Ce n'est pas comme ça que ça marche. » Le garçon semblait triste cette fois. « Vous ne pouvez pas avoir les deux. » Fad fixa l'enfant. C'était un test, bien sûr, avec une seule bonne réponse. Il poussa le levier vers la gauche. « Je comprends, monsieur. » Le garçon lui fit un sourire, même si des larmes coulaient de ses yeux et ruisselèrent sur son visage. « Désolé, petit, » dit Fade, et il l'était, même si c'était un test. Un instant plus tard, la lueur blanche éclatante enveloppa Fade, et, alors que le rugissement noyait tout le reste, la scène s'évanouit. Il était de retour sur les pierres sur la pierre blanche. De retour devant l'homme métallique, le gardien. Eve et les autres aliens le fixaient toujours. « Est-ce que j'ai réussi » dit Fade, alors que le gris s'éloignait de lui, s'infiltrant de nouveau dans le sol. « Que pensez-vous que le test était » répondit le gardien. « Choisir de sauver le plus grand nombre au détriment du plus petit, » dit Fade. « Je comprends. » Faux. Le gardien regarda Eve. « Vous me l'avez amené avant qu'il ne soit prêt, avant qu'il ne comprenne. » Eve lança un regard noir au gardien. « Je n'avais pas le choix. Il serait mort autrement. Je devais lui donner une chance. »« J'ai échoué ? Quoi ?» Fad ressentit le double choc de l'échec.
et de la surprise envahirent ses nerfs. Ève avait dit que la conséquence de l'échec était la mort. Mais comment avait-il échoué? Cela avait semblé si évident. La mission des ratisseurs, dit le gardien à Fad, est de préserver la progression d'une civilisation. Cela peut nécessiter de préserver les plus brillants luminaires au détriment des innocents. Eh bien, ça semble maléfique. Fad croisa les bras. Selon votre point de vue, ça pourrait bien l'être, dit le gardien. Cependant, vous constaterez que le cours général de votre travail en tant que ratisseur vous amènera à faire le plus grand bien. Fad capta quelques mots. Attendez mon travail en tant que ratisseur, je pensais avoir échoué. Vous n'avez peut-être pas compris le sens du test, mais vous avez néanmoins réussi, dit le gardien. Le but, Fade, est de voir si vous pouvez évaluer correctement quelle action prendre et avoir les bonnes raisons de prendre cette action. En cela, bien que vous ayez sacrifié l'enfant, vous aviez des raisons défendables de le faire compte tenu de l'état de vos connaissances. J'accepte cela. Fad ne savait pas quoi dire. Son esprit avait été brouillé et il n'aimait pas ça. Mais avant qu'il ne puisse parler, le gardien sembla se désintégrer, se décomposer dans le tourbillon noir et blanc et être aspiré dans le trou noir du bâtiment en boucle, disparu. « Viens, dit Ève, bien que Fade captât le sourire sur son visage. Nous devons voir l'audience maintenant. Et rentrer chez nous? Fad ne savait pas ce qu'était l'audience, mais à ce stade, tout ce qu'il voulait était de retourner vers le familier, retrouver sa fille et un bon verre. Et rentrer chez nous. Véronica n'avait jamais vu son père aussi en colère. Christopher faisait les 100 pas dans son bureau. Elle était la seule présente, et elle se sentait effrayée. Non pas qu'il l'ait jamais frappée, ou menacée, ou même punie avec plus que l'attitude bourrue et habituelle d'un parent déçu. Mais elle l'avait déçu. Elle avait laissé l'ode s'échapper. Tu dois comprendre, Véronica. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une aventure de film d'action. Ce que cet homme possédait était inestimable. Il avait une clé. Une clé vers quelque chose de plus grand que nous tous, dit Christopher en se penchant sur son bureau. Il était presque 4 heures du matin. Bien au-delà de l'heure du coucher pour eux deux, mais Véronica savait qu'il n'allait pas dormir, et elle non plus. Parce que pour la première fois, aussi effrayant et étrange que tout cela soit devenu, elle en faisait partie. Après avoir passé toute son adolescence en marge, à peine consciente de ce que son père faisait au quotidien, maintenant Véronica était impliquée, compromise. Elle détenait des preuves et le pouvoir de ne pas les utiliser. Maintenant, elle faisait partie de la famille de son père. « Une clé pourquoi ?» demanda Véronica. Elle se pencha en avant sur une chaise squelettique, avec seulement 2 minces coussins sur l'assise et le dossier. Même le siège de son père semblait dur. Une part de sa philosophie. L'inconfort vous maintient en mouvement, vous empêche de devenir paresseux. Le reste du bureau était spartiate. Seulement 3 concessions sentimentales. Un tableau qui ressemblait à une fenêtre donnant sur le bord de mer depuis leur maison. Une photographie de Véronica, de sa mère. Et c'était tout. La clé de quoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Cet aveu semblait frustrer Christopher. Comprends, Véronica. Nous n'avons pas les réponses, mais nous avons la clé, la voie d'accès. Maintenant, j'ai besoin de savoir comment l'utiliser. J'espérais qu'une seconde clé, ainsi que l'homme lui-même, nous donnerait la réponse. Comment savez-vous que c'est une clé? Son père se tourna vers elle, ferma les yeux un instant, puis appuya sur un bouton de son bureau. Du café, s'il vous plaît. Nous en aurons besoin ici. Christopher s'approcha du mur latéral, un blanc immaculé. Face à une autre section vide, il appuya sur le mur qui sembla reculer, glissa vers le haut pour révéler un projecteur. Celui-ci s'alluma et projeta à travers la pièce, recouvrant le mur d'en face d'une image du bureau de son ordinateur. Afficher les diapositives de l'homme perdu.
annonça son père, sa voix moins conversationnelle, comme s'il parlait à un robot. Le bureau scintilla, puis lança un programme différent. Un diaporama. La première diapositive montrait un corps, allongé dans la végétation de la jungle. Véronica pouvait voir des lianes tout autour, la lumière du soleil filtrant à travers. Où que ce soit, il aurait fait chaud. Tropical. « Nous l'appelions l'homme perdu », dit son père. « Nous le traquions depuis longtemps. Il apparaissait dans des villes du monde entier, généralement autour d'événements majeurs, parfois lors d'assassinats, d'enlèvements ou de fluctuations importantes des marchés. »« Et alors ?» dit Véronica. « Qui était-il ? » ?»« Il avait une centaine de noms, des passeports et des identités. La connaissance de langues qui ne sont plus parlées, » dit son père. « Nous avons finalement réussi à le rattraper. Nous l'avons coincé au Vietnam. Ou plutôt, les Vietnamiens l'ont fait. Il s'est avéré qu'ils n'étaient pas aussi doués pour traverser la jungle qu'eux. Ils n'ont rien laissé au hasard. Donc vous dites que ce type était mort au Vietnam et maintenant il est à votre grande réponse ? Véronica. Son père cliqua pour avancer. L'image suivante était un éparpillement de ses possessions, toutes disposées sur un espace blanc. Nous avons payé pour celle-ci, tu dois le savoir. Les manteaux et les pantalons étaient larges et normaux, la montre, standard. Mais nous n'avions jamais rien vu de tel auparavant. La diapositive avança encore, une petite broche verte, comme celle que Véronica avait vu Lode saisir avec ses vêtements. Nous l'appelons l'insigne, c'est la clé. Nous l'avons trouvée avec un tas d'autres objets qui remontaient à des siècles. Des artefacts portés sur sa personne qui n'avaient aucune raison d'être là. De vieilles pièces, même une note de remerciement signée par Lincoln. Une note signée par Lincoln ? Abraham Lincoln. Notre homme perdu allait partout. Son père se frotta les yeux. Nous avons pris ce que nous avons trouvé et l'avons utilisé pour percer ses autres identités. Nous avons trouvé des registres financiers et des historiques remontant à des décennies et des décennies. Il était tout le monde et personne. Mais il a vécu longtemps. C'était certain, vécu sans vieillir d'un jour. Et de toutes les choses qu'il possédait, la seule qui n'a pas de sens est ce joyau vert là. Alors que dites-vous ? Dit Véronica. Que ce type pouvait vivre éternellement ? Christopher acquiesça. Nous le pensons, mais nous n'arrivons pas à comprendre comment. Mais père, vous avez dit que vous l'aviez trouvé au Vietnam. Vous n'êtes pas si vieux. Oh, je ne l'ai pas trouvé. Mon père l'a fait. Il a passé sa vie à bâtir cette entreprise, à ruiner cette entreprise, en essayant de percer le secret de l'insigne. J'ai procédé différemment. J'ai utilisé la fondation que ton grand-père avait commencée pour faire fructifier notre argent. Et maintenant, nous avons des ressources pour trouver le secret que mon père n'a pas pu découvrir. La porte s'ouvrit. Un homme se tenait là avec le café et un téléphone. Qui est-ce ? C'est celui qui était là tout à l'heure. Le cow-boy, il veut l'insigne. Son père regarda Véronica, sourit. On dirait que c'est ton jour de chance, Véronica. Le lapin est revenu vers le renard. Alors qu'il marchait vers la tour, Ève se dirigea sur le côté et trouva une table vide à peu près à leur hauteur. « Assieds-toi, dit Ève en désignant la table. Fad avait remarqué que les chaises changeaient d'une table à l'autre, conçues, apparemment, pour différentes espèces. Si tu te poses la question, c'est notre table, chaque espèce a la sienne. Certaines se mélangent ? Fad fit un signe de tête vers une table plus grande, entourée de 3 paires, 2 créatures qui ressemblaient davantage à des collections flottantes de poussière qu'à autre chose, 2 insectes élancés, recouverts de mousse, et ce que Fade ne pouvait appeler que des limaces, jaunes, translucides, et suintant des flaques sur les pierres prônes à leurs pieds. Nous nous parlons, tu sais. Avons des amis. Tu as rencontré Arlo. Ça avait l'air très amical. Tiens, mange quelque chose. Ève se glissa sur son siège
et appuya sa main sur la table. La surface s'illumina d'un vert clair sous ses doigts, des couleurs jaillissant comme les sols dans la tour. « Mets ta main sur la table. » Fad copia le geste d'Ève, regarda les couleurs s'écouler de ses propres doigts. Elles se rassemblèrent à plusieurs centimètres devant sa main, et un instant plus tard, une section carrée de la table devant lui s'enfonça et glissa sur le côté. Du trou, une dalle couleur bois s'éleva avec une variété de choses que Fade n'avait jamais vues auparavant. Un pudding vert, profond, ce qui ressemblait à un ensemble de nouilles blanches parsemées de divers morceaux de fruits. Un petit verre, style coupe à saké, sur le côté gauche, rempli de ce qui semblait être du thé. Une fourchette, un couteau et une cuillère étaient disposés au bas de la dalle, empilés côte à côte sur le côté. « C'est ciblé selon tes carences, » dit Ève en se penchant vers son propre repas. « Mes carences ? Les mêmes graines qui vous aident à rester en vie indiquent à la table ce dont votre corps a besoin. Les ressources du gardeneur le fournissent ensuite. Vous serez parfaitement rassasié. » Quel goût ça a? Fad pensa à poser cette question, mais se retint. Il saisit les couverts et se coupa quelques de nouilles. Prit une bouchée hésitante. Elles étaient féculentes, sèches, mais chacune des chips avait un éclat de saveur juteuse qui rappelait à Fade les pâtisseries aux fruits qu'il mangeait enfant. La crème se dégustait comme un smoothie aux légumes, mais avec un arrière-goût suffisamment frais pour dissiper toute amertume. Le thé était, du thé, noir et corsé, rafraîchissant. « Votre suzerain prépare un bon repas, » dit Fad en pointant son assiette vide avec le couteau. « D'où vient tout cela? » « Nous pourrions passer des heures à parler de comment le gardeneur a créé cet endroit, » répondit Ève. « Et nous le ferons, après vous avoir ramené auprès de JC. »« Comment fait-on ça? »« Nous demandons à l'audience, » dit Ève. Elle posa à nouveau sa main sur la table, mais au lieu d'y appuyer toute sa paume, elle n'y déposa que son pouce. Les plateaux supportant leurs assiettes commencèrent à disparaître. Fad ajouta rapidement sa fourchette et son couteau sur le plateau qui s'évanouissait, puis fixa la table. Car ce n'était plus une table. La pierre bleu-gris s'était estompée, transformée en une carte, une image de ce que Fade savait être la galaxie de la Voie lactée. « C'est un joli effet, » dit Fade. « Ce n'est que le début, » répondit Ève. « Audience, comment allez-vous aujourd'hui? »« Très bien, Ève, » annonça la table. Tandis qu'elle parlait, bien que Fade ne puisse voir aucun haut-parleur, les bords de la table, montrant à présent l'obscurité de l'espace, émettaient des ondes turquoises à chaque syllabe. « Mais j'ai bien peur que vous n'aimiez pas ce que j'ai à vous dire. » Ève se recula de la table. Fad remarqua sa grimace. Ce n'était donc pas ce à quoi elle s'attendait. « Il semble que Lod ne soit pas avec vous ?» demanda l'audience à Ève. « Il est sur Terre. C'est peut-être mieux, ainsi. » La table modifia son affichage, passant de la galaxie à, avec un zoom rapide, une série de planètes. Fad reconnut le système solaire, puis suivit le mouvement un instant plus tard, quand l'audience resserra l'image sur la Terre. Puis elle se rapprocha encore, vers la ville que Fad appelait chez lui et les collines côtières et montagnes qui l'entouraient. Actuellement, Lod lui-même est la cible, la nouvelle cible. Fad avait été la cible auparavant. C'est pourquoi Ève et Lod étaient apparus au quai la première fois. Mais Lod était de leur côté, non? Pourquoi s'embêterait-il à cibler l'un des leurs? Ève, quant à elle, se frotta les tempes. Nous savions tous les deux que cela pourrait arriver. Un risque que nous avons accepté, étant donné son efficacité, répondit l'audience. Cependant, il a maintenant fait son temps. Laissé sans contrôle, Lod pourrait à lui seul modifier la trajectoire de l'humanité. Il faut s'occuper de lui. « S'occuper de lui ?» demanda Fade. « C'est gris pour une raison, » dit Ève. Lod a toujours opté pour l'élimination. Il prétendait que c'était plus propre, ainsi. Mais tuer quelqu'un,
crée souvent plus de problèmes que ça n'en résout. Vous n'avez pas besoin de tuer une cible, nous ne vous avons pas tué. Alors que peut-on faire d'autre? Les cibles sont choisies en fonction du risque qu'elles présentent, dit l'audience. Imaginez que chaque personne sur votre monde est une corde vibrant en harmonie. Certaines, cependant, commencent à trembler plus violemment que d'autres, menacent de se rompre. Les raisons de ces variations sont nombreuses, tout comme les solutions. Vous pouvez couper la corde, au risque que son absence perturbe la musique. Ou vous pouvez tenter de l'apaiser, calmer son mouvement et la ramener dans la symphonie. Quelque chose a changé en vous, Fade, dit Eve. Vos priorités, peut-être, votre attitude. Quoi qu'il en soit, selon l'audience, vous n'êtes plus le problème. Eh bien, c'est un soulagement. Oui, d'une certaine façon. Eve se leva. Audience, Lod est-il toujours dans la ville? Sur la table, un point rouge apparut, au nord de la ville dans les montagnes. Plusieurs points verts le rejoignirent, dispersés dans toute la région. Eve tendit la main et toucha l'un d'eux près de la rive du grand lac, juste à l'intérieur de la côte. Un autre, entouré par la ville. Que faites-vous? La position actuelle de Lod est ce point rouge. Je pourrai le suivre une fois que nous serons de retour, maintenant que l'audience y est accordée, dit Eve, bien que sa voix fût distraite. Avant, elle s'était concentrée sur l'enseignement à Fade, l'aidant à comprendre où il se trouvait. Maintenant, Fad voyait qu'elle était passée à autre chose. Le vert indique où nous pouvons retourner. Des lieux. Audience, préparez la porte. Eve s'éloigna de la table et, une fois de plus, se dirigea vers la structure en boucle avec le trou noir au milieu. Tandis que Fade regardait, le paysage s'estompa de la table et, en une seconde, tout l'affichage revint à la pierre gris-bleu d'avant. « Attendez, comment ?» demanda Fade en rattrapant Eve. « Comment retournons-nous » alors qu'ils approchaient de la grande sphère d'où, il n'y a pas si longtemps, le gardeneur était apparu. Le noir changea à nouveau. Au lieu de devenir blanc, au lieu de s'étendre, la barrière ressemblant à du verre devant l'orbe s'enfonça dans une fente de la pierre. La sphère elle-même s'inclina, abaissant le bord de l'ouverture jusqu'au sol. Une rampe sur laquelle il pouvait monter. Quand le gardeneur découvre une nouvelle civilisation à surveiller, dit Eve sans s'arrêter, il disperse des graines sur sa surface. Ce sont des balises, comme des badges, auxquels de l'audience peut se connecter. Cet appareil, la porte, nous envoie vers elle. Les badges, version plus petite, nous ramènent. Fad posa le pied sur la surface inclinée, regarda dans le trou noir. Sauf que ce n'était plus noir. Plutôt, des tourbillons boueux de bleu et de vert filtraient à travers l'espace, comme regarder une image à travers une brume épaisse. Eve, un pas devant Fade, se retourna vers lui. « Quand vous passerez, retenez votre souffle. » Eve fit un autre pas et disparut. Fad jeta un dernier regard aux tables, aux étranges créatures extraterrestres et à la tour derrière eux. Il ne savait pas ce qui l'attendait de l'autre côté de cette porte, mais rester ici ne le rapprocherait pas de sa fille. Alors Fad fit une longue enjambée, prit une profonde respiration et disparut. S'il y avait eu des rêves, elle ne s'en souvenait pas. S'il y avait eu des cauchemars, elle ne les avait pas vécus. D'un moment à l'autre, les yeux de JC étaient fermés, puis ils s'ouvrirent à nouveau. Seul son corps avait changé. Elle avait souffert, saigné sur le sol de l'hôtel. Maintenant, elle ne savait pas où elle était. Les murs autour d'elle miroitaient. Le plafond au-dessus était une cascade de couleurs, presque écrasant, et elle ne ressentait aucune douleur. Rien, vraiment, sauf un vague désir de nourriture et le brouillard mental qui accompagne le réveil. Était-ce le paradis, l'au-delà d'une autre religion? JC bougea ses mains pour se redresser et entendit quelque chose heurter le sol. Le joyau.
vert et brillant contre le sol. En se levant, Jaycee sentit sa chemise collée à elle, baissa les yeux et vit la large tache rouge. Pas un rêve. Elle passa sa main sur sa bouche, ferma les yeux et respira. Juste respirer. Pas un rêve. Réfléchis, Jaycee. Elle retira sa main, déglutit, se pencha et ramassa le bijou. Ses baumes, ses vêtements, un legging noir et la chemise blanche n'avaient pas de poche. Alors elle devrait le tenir. Où était-elle? Jaycee fit un pas vers le centre de la pièce. Ses yeux s'écarquillèrent devant les étincelles bleues qui jaillissaient de ses chaussettes blanches. Les points colorés couraient autour du sol, rebondissaient le long des murs, finirent par se rassembler d'un côté, où Jaycee remarqua que le mur lui-même semblait plus sombre. « Je ne me souviens pas avoir vu ça dans une quelconque religion, » dit Jaycee. Le son de sa propre voix était un soulagement en soi. Elle pouvait encore parler, pouvait encore entendre. La science élémentaire lui disait que si elle pouvait parler, pouvait entendre, alors il devait y avoir de l'air pour que le son se propage. Ce qui signifiait soit qu'elle se trouvait dans un endroit qui défiait complètement les lois physiques, soit que, d'une manière ou d'une autre, elle avait été emmenée de cet hôtel vers un autre lieu. L'Ode aurait pu l'amener ici. Cette pensée figea Jaycee. Écoutez. Mais la pièce était silencieuse. Elle fit un autre pas, vers la section sombre du mur. Des étincelles vertes, cette fois, volant autour et rejoignant leurs frères bleus, formant un contour, une arche, non, une porte. 3 pas de plus, et Jaycee se tenait devant une silhouette arc-en-ciel qui ressemblait à n'importe laquelle des milliers de portes qu'elle te l'avait vues auparavant. Sauf que celle-ci ne semblait pas avoir de poignée. « Espérons que tu ne sois pas attiré. » Jaycee tendit la main droite, tenant le bijou dans sa gauche, sur la porte chromatique, juste là où devrait se trouver la poignée. Poussa. La porte s'ouvrit sur des gonds que Jaycee ne pouvait pas voir. De l'autre côté se trouvait un épais rail argenté au-dessus d'une clôture translucide. Des symboles et des images que Jaycee ne pouvait identifier y étaient gravés. Des fresques qui n'avaient aucun sens pour elle. Elle sortit de la pièce et vit le balcon de pierre blanche qui entourait l'étage. Une piscine bleue d'eau ondulante s'étendait loin, très loin en dessous. « Quoi ?» Jaycee articula le mot sans voix, regardant tout autour. Rien de tout cela n'avait de sens. Derrière elle, la porte se referma avec un léger bruit sourd. Pas de poignée de ce côté non plus. Elle ne pourrait pas retourner dans cette pièce. Un nouveau bruit attira son attention vers la rambarde. De l'autre côté, une autre porte s'ouvrait. Jaycee s'accroupit, regarda à travers l'espace entre les sculptures et la rambarde elle-même. Si l'Ode venait vérifier comment elle allait, elle pourrait peut-être l'éviter, se cacher. Ce qui sortit de cette porte, cependant, n'était pas le cow-boy, n'était pas en fait quelque chose qu'elle pouvait nommer. Ça ressemblait à une araignée, en quelque sorte, mais une araignée faite de verre. Elle avait tellement de membres, et tous brillaient dans la lumière qui descendait par le haut ouvert de la tour. Jaycee voulait se lever, voulait mieux voir la créature, sauf qu'alors, elle la verrait aussi. Alors elle resta baissée, regarda la créature s'approcher de la rambarde. Puis elle brilla intensément, disparut. Jaycee se leva. Où était-elle partie? « Je ne vous ai jamais vu ici auparavant. » La voix venait d'à côté d'elle, un son scintillant, comme du sable fin tombant sur le sol. Jaycee sursauta, s'écarta en tournant et regarda directement la créature qu'elle avait vue une seconde plus tôt près de la porte. « Êtes-vous une nouvelle ratisseuse? De la terre ?» Jaycee se retourna pour courir, fit un pas, et puis la créature se trouva de nouveau devant elle. De près, elle pouvait voir le corps de la chose. Il était petit, une gousse centrale noire, non, bleu foncé avec des membres partant dans toutes les directions. Mince, presque comme des ficelles.
Il semblait être tissé à travers ce qui ressemblait à du verre, ou une sorte de roche brillante. Pas besoin d'avoir peur, nouvelle venue. Nous sommes de tous amis, ici. Nous servons tous le gardeneur. La créature, quand elle parlait, frottait ses membres, les uns contre les autres. Le son, réalisa JC, ne venait pas d'une bouche ou d'autre chose, mais du frottement des roches les unes contre les autres. Comment elle le comprenait, JC ne le savait pas, mais c'était là, dans ses oreilles, en anglais parfait. Je, ne sais pas où je suis? La créature se redressa sur ses membres, teintés de vert. Comme la terreur s'estompait, JC se dit que la chose l'aurait déjà découpé, si c'était son intention. JC l'examina de plus près, remarqua que, emmêlée autour d'une des pattes de la créature, se trouvait une broche similaire à celle qu'elle tenait maintenant dans sa main. « Vous êtes dans le bosquet, mademoiselle. Je suis Sassix, et c'est mon plaisir de vous présenter cet endroit miraculeux. » Chapitre 10. À travers le temps et l'espace. Véronica n'avait jamais vu deux hommes s'affronter comme Lod et son père. Ils se disputaient dans le bureau de Christopher depuis 1 heure déjà, alors que le soleil se levait derrière les fenêtres. Ils se querellaient sans cesse à propos de qui méritait quoi, de quelle propriété appartenait à qui, et, honnêtement, Véronica avait fini par ne plus les écouter. Le dilemme, comme l'expliquait Christopher, était qu'il n'avait plus qu'un seul badge maintenant. Christopher ne voulait pas laisser le cow-boy partir sans lui. Lod pourrait simplement s'enfuir, mais il ne pouvait pas faire fonctionner le badge sans l'aide de Lod. Alors ils étaient dans une impasse, jusqu'à ce que Lod pointe du doigt Véronica et dise « Je l'emmènerai avec moi ». « Quoi » s'exclamèrent Véronica et son père à l'unisson. « Je ne vous fais pas confiance », dit Lod en pointant le père de Véronica. « Elle n'est pas une menace, votre fille n'a pas d'arrière-pensée. Alors, laissez-moi l'emmener, elle vous dira ce qu'il y a de l'autre côté, ce que vous pensez que le badge permet d'ouvrir. »« Véronica » Christopher regarda sa fille, à la fois plein d'espoir et agacé. Véronica soutint son regard. « Tu as entendu ce qu'il a dit ?»« J'ai entendu. »« Ce que je ne comprends pas, » dit Christopher en se tournant vers Lod, « c'est comment je peux être sûr que vous ne la tuerez pas, ou que vous ne l'abandonnerez pas quelque part. Vous ne pouvez pas. La seule chose que vous avez, c'est la foi. Le fait que je n'ai tué aucun de vos hommes en sortant de cet endroit. Le fait que je n'ai tué personne en y entrant. » Lod incline la tête vers Véronica. « Vous pouvez lui demander. Je n'ai blessé personne quand ce n'était pas nécessaire. Parce que ce n'est pas mon travail. Quel est votre travail alors? Mon travail consiste à maintenir votre espèce en vie, à garder l'humanité sur le bon chemin. Vous n'aidez pas beaucoup, c'est certain. »« Je ne comprends pas, » dit Christopher, « mais je vous propose un marché. Vous revenez avec ma fille vivante et je vous aiderai à capturer Fade. » Ils se fixèrent pendant un instant. Lod tendit la main. Le père de Véronica la serra. Il appela quelqu'un pour aller chercher le badge. Quelques minutes plus tard, le badge vert reposait sur la table devant eux, le joyau enveloppé d'or. Lod regarda Véronica. « Maintenant, tenez bien ma main. Vous allez cligner des yeux et vous vous retrouverez ailleurs. Ne paniquez pas. Restez calme et écoutez-moi. »« Véronica, » dit Christopher, « mémorise tout. Je veux un rapport complet. Tout ce que tu vois, entends, ressens et expérimente. Absolument tout. »« Je ferai de mon mieux, » dit Véronica. « Il faudra vous contenter des résultats. » Lod rit. Il tendit la main. Allait-elle vraiment se lancer avec ce type, celui qui l'avait prise en otage il n'y a pas si longtemps? Quelles étaient les alternatives? Dire non et s'enfuir? C'était sa première chance de faire partie du secret de son père. Elle n'allait pas reculer maintenant. Elle tendit donc la main, saisit celle de Lod et le regarda attraper le badge.
Pendant un bref instant, il y eut un éclair, une sensation de déplacement à grande vitesse, puis plus rien. Après les 5 premières minutes et cette chute du balcon dans l'eau, Véronica sentit qu'elle commençait à maîtriser la situation. Lod lui débitait un détail après l'autre. Ils marchèrent dans la cour de pierre, sous le ciel changeant, et Véronica essaya de prêter attention à ce que Lod disait à propos de quelque chose appelé les ratisseurs, une sorte de groupe dédié à empêcher l'humanité de s'effondrer. Peut-être d'autres mondes aussi, à en juger par l'étrange assortiment de choses qui assaillaient ses yeux et son imagination. Le bosquet ressemblait à une mauvaise version d'Halloween où les costumes étaient trop étranges pour être effrayants et trop réels pour être amusants. L'absence de bonbons n'aidait pas. Toutes ces choses ici, c'était ce que Christopher aurait aimé voir. Des créatures et des créations partout, flottant dans les airs, piétinant autour d'elle, des jambes comme d'énormes troncs d'arbres. C'était à vous déchirer l'esprit, trop intense. Le genre de choses dont Véronica aurait pu avoir peur, sauf qu'elle avait passé la majeure partie des 2 derniers jours sous la menace plus ou moins directe d'une arme. Et une fois qu'elle s'était résignée à mourir, il ne restait plus grand-chose à craindre. Ils se dirigèrent vers un grand orbe, dans lequel s'enroulait une série de ce qui semblait être des bandes métalliques. Alors qu'ils s'approchaient à de l'orbe, une paire de créatures que Véronica n'aurait pas pu décrire, même si elle l'avait voulu, disparut à l'intérieur. La structure s'inclina, une plaque de verre se souleva devant, et les couleurs s'estompèrent jusqu'au noir pur. Son père serait excité par tout cela, aussi futuriste, aussi étrange qu'il pouvait le souhaiter. S'il y avait une personne que je ne m'attendais pas à voir ici, ce serait vous, dit une voix râpeuse derrière eux. Véronica se retourna et vit ce qui ressemblait à une énorme araignée, des blocs gris gravés dans ses nombreuses, très nombreuses pattes, comme une araignée sortie de béton humide. Vous êtes un homme recherché, Lod Ralston. La mâchoire de Véronica ne s'abaissa qu'en voyant Lod s'incliner devant la créature. Vous avez un aspect intéressant aujourd'hui, Gardener, dit Lod en se redressant. Qui me recherche? L'audience vous a marqué. Il semblerait que vos méthodes aient finalement atteint leur inévitable conclusion. Le Gardener semblait grandir. Véronica n'était pas sûre de la façon dont cela se produisait, mais la créature devenait plus grande. Ses griffes devenaient plus menaçantes. Mes méthodes sont ce qui maintient la Terre en rotation, répliqua Lod. Je cherche une fille, humaine. Elle serait arrivée il y a quelques heures. Elle a là mon badge. J'ai trouvé votre fille humaine, dit le Gardener, puis il pointa vers Véronica. Là. Il ne parle pas de moi, répondit Véronica. Taisez-vous, lui lança sèchement Lod. Puis, s'adressant à la créature, qui semblait considérer les 2 humains avec un ennui placide, Lod continua. Elle aurait l'air différente, un peu plus jeune, probablement plus effrayée. Comment cette fille a-t-elle acquis votre badge? Vous êtes un ratisseur, n'est-ce pas? Des accidents arrivent, même à nous. Je ne peux pas tirer des as à chaque fois. Le gardien replia une de ses pattes derrière lui, sortit un badge. La gemme verte scintillait dans la lumière vive. Véronica n'aurait pas dédaigné porter cette pierre. Elle se serait très bien accordée avec plusieurs de ses tenues. Sauf, bien sûr, pour sa propension à téléporter son porteur loin de la fête, comme Bilbo et son anneau, mais en un peu plus radical. « Est-ce ce que vous cherchez ?» demanda le gardien en tendant le badge à Lod, qui le prit. Il l'examina attentivement, puis le fourra dans la poche de sa veste. « C'est bien celui-là. Alors sachez que votre fille a été prise en charge. » Le gardien commença à rétrécir comme s'il fondait dans les pierres. Je vous suggère de consulter l'audience. Apprenez comment expier vos erreurs, comment vous extraire de votre fâcheuse position. Puis il disparut, s'infiltra dans les pierres. « C'était quoi ça ?» dit Véronica.
Non pas que le reste de cet endroit ait un quelconque sens, mais quand même. Le gardien a créé le bosquet. Les ratisseurs sont à lui. Si vous quittez cet endroit, c'est parce qu'il vous le permet, expliqua Lod tout en s'éloignant vers ce qui ressemblait à une table monolithique. Il a dit que vous étiez un homme marqué? Nous allons voir ça tout de suite. Avec un peu de chance, tout ce que j'aurai à faire pour laver mon nom sera de mettre une balle dans le crâne de l'homme qu'il faut. Il s'avéra que Sassix n'était pas le seul ratisseur du bosquet venant de son monde. Les deux autres étaient arrivés plus tôt, et Sassix, après avoir présenté JC au gardien, qui avait pris son badge, l'avait traîné jusqu'à leur table. La dalle se trouvait à hauteur des yeux de JC, trop haute pour qu'elle puisse en faire quoi que ce soit. « Peux-tu me soulever » demanda JC à la créature. Sassix s'était avéré être, jusqu'à présent, un guide touristique volubile. Chaque petit détail avait été expliqué. Sassix connaissait toutes les raisons d'être des tables, toutes les espèces extraterrestres, et savait que le gardien serait poli avec JC précisément parce que, selon Sassix, il avait près de 1000 ans en années terrestres. Comment savait-il ce qu'étaient les années terrestres, et comment les calculer par rapport à son propre temps? En posant des questions. Sassix en avait beaucoup. Chaque fois qu'il ne décrivait pas quelque chose, Sassix interrogeait JC sur sa vie, ses vêtements, ses centres d'intérêt, la télévision et Internet. Si Sassix avait été une personne normale, JC se serait senti épuisé, mais l'enthousiasme avec lequel Sassix absorbait chaque commentaire lui donnait l'énergie que procure le sentiment d'être écoutée, d'être importante. « Bien sûr, » répondit Sassix, et il tendit 2 pattes vers le bas. Elles se refermèrent autour de JC, comme des bras particulièrement fins et durs, cherchant à l'étreindre et la soulevèrent. Le reste de Sassix se tenait autour d'elle, si bien que JC eut l'impression d'être à l'intérieur d'un étrange cocon. De son nouveau point de vue, JC parcourut la cour du regard, observa les autres tables encombrées de créatures, les explosions de couleurs dans le ciel au-dessus, l'étrange sphère d'où le gardien était sorti pour l'accueillir. Et elle vit Lod, avec Véronica, traversant l'allée entre les tables à grandes enjambées. « Fais-moi descendre » dit rapidement JC. « Vite » Sassix s'exécuta. Quel était le problème? L'homme qui m'a tiré dessus. Il va voir le gardien en ce moment même. JC sentit Sassix se tordre. « Ah, Lod, c'est un ratisseur pour ta planète, un être bourru, si ma mémoire est bonne. » Les compagnons ratisseurs de Sassix firent claquer leurs pattes en signe d'approbation. « Tu dis qu'il t'a tiré dessus? Avec quoi? » « Un pistolet. »« Qu'est-ce que c'est? » ?»« Pas maintenant. » JC se baissa sous la table et observa à travers la forêt de pattes. Lod et Véronica se tenaient devant la sphère. Ils parlaient au gardien. Lod était un ratisseur. Est-ce que cela signifiait que le gardien la livrerait? « N'aie pas peur, petite, » lui dit Sassix. « Il n'y a aucun danger ici, pas à moins que le gardien ne le souhaite. »« Pourquoi ne le souhaiterait-il pas ?» chuchota JC en retour, bien que Lod et Véronica fussent trop loin pour l'entendre. « Parce que tu n'es pas une menace. Le gardien, comme nous tous, ne croit pas en la violence pour la violence. C'est pour ça qu'il a Lod qui travaille pour lui. » Sassix n'avait pas de réponse à cela. JC s'en fichait. Le gardien s'était enfoncé dans le sol, et maintenant Véronica et Lod se tenaient mais devant une table beaucoup plus adaptée à la taille humaine. « Ils parlent à l'audience maintenant, » dit Sassix. Il avait déjà expliqué l'audience à JC, le programme qui suivait les cibles, qui donnait aux ratisseurs leur prochain objectif. JC avait demandé à Sassix quelle était sa propre cible, et l'explication avait été brève et concise. « Si tu avais des années, peut-être pourrais-je t'expliquer notre monde et ses nombreuses opérations, » avait dit Sassix. « Puisque ce n'est pas le cas, libère-toi de ta curiosité. »« C'est toi qui dis ça. »« Ah, mais j'étudie la Terre depuis des siècles.
C'est comme colorer une partie d'un tableau presque terminé. Pour toi, ce serait le premier coup de pinceau, et ce n'est pas le moment de dessiner. Lod et les Véronica s'en allaient. Ils marchaient en direction de la sphère du gardien. Seulement, au lieu que le gardien vienne les accueillir, l'avant de la sphère s'abaissa. L'infini noir à l'intérieur de cette chose tournoya en un mélange de vert et de bleu. Lod poussa Véronica à l'intérieur devant lui, puis la suivit. La sphère, un moment plus tard, se redressa et les couleurs s'estompèrent. « Où sont-ils allés » demanda JC. « De retour sur Terre » répondit Sassix. « Maintenant, allons voir ce qu'ils regardaient. » Avant que JC ne puisse demander ce que la créature voulait dire, Sassix la souleva et traversa rapidement la cour jusqu'à la table humaine. Elle semblait vierge, gris-bleu comme les autres. « Place ta main dessus. » Sassix n'attendit pas que JC s'exécute, mais guida son bras avec sa propre patte fine. Posa sa main sur le dessus de la table. Des étincelles, jaunes et rouges, jaillirent de sa paume à plat et se rassemblèrent au centre de la table. Maintenant, demande à l'audience ce que tu veux voir. Lui demander? Parle-lui comme si tu me parlais. Parler à la table comme si elle parlait à une créature extraterrestre arachnéenne qu'elle venait de rencontrer après avoir été abattue dans un hôtel par un cow-boy engagé pour un service immortel par un étrange être gris métal qui distribuait des gemmes vertes comme moyen de rentrer chez soi. Chez soi. D'accord. Qu'est-ce que Lod regardait? Demanda JC à la table. À l'audience. La surface gris-bleu scintilla et se tordit. Des lignes se brisèrent à travers la surface, brillantes et oranges. Au début, JC pensa qu'elles formeraient une grille, mais non. Elles se réarrangèrent en une structure semblable à une toile d'araignée. Des points aux intersections, certains plus grands que d'autres. L'un, presque aussi grand que la main de JC, était relié à un autre cercle un peu plus petit. « Ceci était la toile de la Terre », dit l'audience. JC sursauta. Les mots venaient de nulle part. Aucune bouche, aucun haut-parleur visible, mais ils étaient là, malgré tout. Ces connexions montrent sont les plus grandes menaces pour l'humanité et leurs liens entre elles. Plus le cercle est grand, plus la probabilité qu'il pousse l'humanité au-delà d'un point de non-retour est élevée. « Qui est celui-là » demanda JC en pointant le plus grand cercle. Les lignes qui en partaient disparurent, et le cercle glissa sur le côté de la table, se dissolvant dans le visage de Lod. Des informations sur l'homme s'affichèrent sur la table. Né en 1870 dans le Wyoming. Membre de sa famille. Centre d'intérêt. Localisation actuelle. Profession. Ratisseur. Lod représente actuellement le plus grand risque vivant pour l'humanité, dit l'audience sans affectation. Il ne le cherchait pas, lui, n'est-ce pas? Dit JC. Il ne s'intéresserait pas à lui-même. Le visage de Lod se transforma à nouveau en cercle orange. La toile réapparut un instant, et une étincelle plus petite connectée à Lod prit la place du cow-boy sur le côté droit de la table. Il voulait savoir quelle cible réduirait le statut de Lod en tant que quantité la plus dangereuse, dit l'audience. Sur la table, avec un visage souriant qui la regardait, se trouvait son père. Fad était assis sur un long amas de roches lisses au bord du lac, trempé de la tête aux pieds. Il cherchait une excuse pour se procurer un nouveau téléphone, et maintenant que l'eau avait transformé le sien en une masse inerte de plastique, ce serait le moment parfait. Eve, toujours en tenue de sport, se tenait à côté de lui. Ses vêtements séchaient plus vite sous le soleil de fin de matinée, étant faits d'un tissu léger, contrairement au jean et au coton de Fade. Il n'avait pas changé de vêtements depuis le combat de la veille. N'avait pas dormi non plus. Le voyage jusqu'au bosquet et retour avait perturbé son esprit.
suffisamment pour que l'adrénaline repousse l'épuisement aux confins de sa conscience, mais celui-ci viendrait bientôt. Fad ferma les yeux un instant, sentit la brise et la lumière. Il pourrait s'assoupir, ici même. Non, il devait retrouver JC. C'est pourquoi nous ne mettons pas nos gadgets dans nos poches, disait Eve. On se retrouve à prendre des bains quand on ne le souhaite pas. Ces paroles dissipèrent le brouillard mental de Fade. Et l'appareil que tu as utilisé, celui qui m'a assommé? Eve plongea la main dans son sac à dos. Elle l'avait toujours sur les épaules. Eve sortit l'arme, qui ressemblait à un tube court avec une poignée trapue à la base. Mon sac à dos est imperméable, donc mes affaires, comme cet éclair fulgurant, ne sont pas affectées par nos atterrissages mouillés. Donc tu aurais pu y mettre mon téléphone? Ça m'est sorti de l'esprit. Yves semblait vraiment désolé, alors Fad laissa couler. Qu'est-ce que ça fait? Demanda Fad en pointant l'éclair fulgurant. Anatole ne m'a pas dit d'où venait le nom, ni l'idée. Le gardien nous l'a fourni il y a longtemps, et c'est ainsi que ces mots se sont traduits. Ève tournait l'objet dans ses mains. Je le vois comme un appareil photo, mais à l'envers. Il absorbe toute la lumière possible, la concentre en un unique long faisceau de photons, et la dirige vers une cible. Donc je devrais être aveugle. L'effet est plutôt de recevoir tellement de stimulation visuelle que le cerveau s'arrête, pas nécessairement brillant ou brûlant, juste trop. C'est rassurant. Fad se leva, vacillant légèrement sur les rochers. Difficile de garder l'équilibre. Je vais retrouver ma fille et un nouveau téléphone. Quand tu auras terminé, dit Eve, appelle-moi. Je chercherai l'ode. D'accord. Fad établit mentalement son itinéraire. Derrière lui, surplombant le lac, se trouvait un vaste centre commercial en plein air. Il y trouverait un téléphone et, puisque les cartes de crédit ne tombaient pas en morceaux dans l'eau, plusieurs tasses de café. Puis, il prendrait un taxi jusqu'à sa voiture et de là, localiserait JC, trouverait un moyen de s'excuser pour avoir encore disparu. Et Talia. Il devait aussi prendre de ses nouvelles, en tant qu'ami et en tant que père. Ces derniers jours n'avaient pas été bons pour lui. Eve se sépara de lui en entrant dans le centre commercial, disparaissant dans la foule qui prenait position devant les restaurants et parcourait les étals extérieurs. Fade déambula jusqu'à trouver un stand vendant des téléphones bon marché. Il regarda la gamme intimidante d'appareils et décida qu'il avait besoin d'au moins un double expresso pour affronter cette horreur. Il revint correctement stimulé et perdit les 2 heures suivantes à acheter un téléphone, l'allumer et récupérer son ancien numéro et ses contacts. Il aurait préféré combattre tous les membres de l'équipe de sécurité de Zero Point, les yeux bandés. Quand il composa le numéro de JC, le téléphone sonna. Sonna encore. Puis on décrocha. « Allô ?» La voix n'était pas celle de sa fille. Une femme au ton dur. « Qui est à l'appareil ?»« Je pourrais vous demander la même chose, » dit Fade. « Où est JC ?» La réponse déferla sur Fade, comme l'aurait fait de l'eau glacée, trempante et écrasant toute pensée. La femme était détective, et la police avait trouvé le téléphone sur la table de nuit d'une chambre d'hôtel vide. La chaîne avait été brisée, et du sang tachait le sol près d'un des lits. Les caméras de sécurité montraient un homme massif, habillé comme un cow-boy, entrant et sortant de l'hôtel tôt ce matin, et les chambres voisines avaient signalé avoir entendu des coups de feu. Une idée de qui pourrait être cet homme? Je n'en ai pas, mentit Fad, mais je vous tiendrai au courant si je trouve quelque chose. L'Ode était venu chercher JC et l'avait tué, caché son corps quelque part. Tout ça parce que Fade était parti comme un idiot dans sa propre croisade. Tout ça parce qu'il avait laissé Eve le retenir dans cet endroit, le bosquet, à parler au gardien et à l'audience. JC avait été en danger, avait eu besoin de lui. Il l'avait laissé tomber, une dernière fois. « Monsieur Vance,
dit la détective. Nous aurions besoin que vous passiez au commissariat pour vous poser quelques questions. Je passerai. Fad raccrocha avant que la détective ne puisse répondre. Lod. C'était le seul nom auquel il pouvait penser. Quand son téléphone vibra une seconde plus tard, Fad espéra que c'était Eve, appelant pour dire qu'elle avait trouvé ce salaud de cow-boy. Mais le numéro appartenait à Talia. « Salut » répondit Fade. Ses oreilles semblaient bourdonner, sa voix engourdie et lointaine. « Tu as une voix bizarre. » Talia semblait faible aussi, droguée. « Le cow-boy a tué JC. Il lui a tiré dessus à l'hôtel hier soir. »« Quoi ? Fade, Où étais-tu » ?»« Parti. J'essayais de trouver les personnes qui ont attaqué notre maison. » Fade commença à marcher, vers la station de taxi, là où il pourrait prendre une voiture et partir. Il avait vu où l'audience, en supposant que tout cela était réel, avait localisé Lod. Il n'attendrait pas Eve. Il n'avait pas besoin d'elle pour ça. Il l'a trouvée. La police dit qu'il y a beaucoup de sang. Pas de corps. Fad ferma les yeux un instant. Non, pas de corps. Pas encore. Fad, arrête. S'il n'y a pas de corps, elle pourrait être encore en vie. Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il est toujours là-bas, Talia. Toujours en liberté. Je vais le trouver. Pour une fois, je vais être un père. Fad, il raccrocha, s'assit sur le banc. Un taxi passerait bientôt. En attendant, il pouvait revivre ses souvenirs. Chaque seconde passée avec sa fille. Il ne les oublierait pas. Pas un seul. Il existait des pilules pour ça, et Véronica savait où les trouver. Des gélules blanches et arrondies qui pouvaient éliminer même les pensées les plus étranges, qui pouvaient émousser la force de la réalité. Une réalité qui ne correspondait plus aux 18 années précédentes de sa vie. Elle avait toujours pris les délires de Christopher avec des pincettes. Les déclarations sur telle ou telle merveille, des miracles qui attendaient les quelques années de recherche supplémentaires, ou une expérience folle pour être dévoilée. C'est en se rapprochant petit à petit de ces miracles que sa famille avait acquis son statut, son argent. Mais il y avait une différence entre un téléphone capable de vous répondre et un être qui pouvait aller et venir à travers des essaims de minuscules graines. Le gardien semblait être tout ce à quoi son père avait aspiré, et c'était réel. Toujours sous le choc, n'est-ce pas, dit Lod. J'ai ces graines en moi, maintenant, c'est bien ça? Véronica ne pouvait pas sentir les graines. Elle ne se sentait pas vraiment différente, à vrai dire. Elles rampent autour de vous. Elles restent silencieuses jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Alors vous serez contente qu'elles soient là. Lod secoua son chapeau, projetant de l'eau sur les rochers. Je déteste vraiment ce point de retour. Ça fait toujours un gâchis. Véronica avait à peine remarqué ses vêtements trempés. De toute façon, ils séchaient assez vite sous le soleil de l'après-midi. Quand cette table... L'audience, corrigea Lod sans la regarder. L'audience, rectifia Véronica. Êtes-vous sûr que tuer Fade est la seule solution? Non, ce n'est jamais la seule solution. Lod enfonça son chapeau sur sa tête, laissant des gouttelettes couler le long de son visage jusque dans sa fine barbe noire. C'est juste la plus facile, pour moi. Lod avait maintenant les 2 badges, et malgré tout leur déplacement, Véronica n'avait aucune idée de comment les utiliser. Elle devait faire 2 choses, ramener Lod au complexe et trouver un moyen de faire au cow-boy ce que son père, ce qu'elle voulait, parce que Christopher et elle étaient bien du même côté, n'est-ce pas? Lod s'éloigna du lac, en direction du centre commercial en plein air. L'audience avait montré Fade là-bas. Véronica chercha son téléphone, mais à cause de l'eau, rien ne fonctionnait. Elle devrait en trouver un autre, appeler son père, obtenir de l'aide. Le cow-boy avait ses 2 pistolets et semblait avoir l'intention de s'en servir. S'il tirait sur Fade et disparaissait, eh bien, cela n'arriverait tout simplement pas.
Véronica laissa Lod prendre un peu d'avance, puis elle s'arrêta à un stand de téléphone mobile. Elle demanda un téléphone jetable bon marché et l'obtint. Composa le numéro de Christopher, l'un des deux seuls, avec celui de sa mère, qu'elle n'avait jamais mémorisé. L'aide allait arriver. Elle devait garder Fade et Lod en vie jusqu'à ce qu'elle arrive. Chapitre 11. Termes et conditions. Fad entendit le déclic du chien, le son révélateur d'un pistolet prêt à tirer. Il plongea, bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'endroits où plonger sur le trottoir près de la station de taxi. En fait, il n'y avait qu'un seul endroit. Un banc avec une paire de plantes en pot dans de grands bacs en ciment de chaque côté. Il roula sur le sol en s'attendant à entendre des coups de feu. Au lieu de cela, il entendit un rire. « Je t'ai bien fait peur, » dit Lod. Fad pouvait entendre le cow-boy s'approcher, ses bottes raclant le béton. Lod lâcha un rire victorieux. « Vraiment effrayé par ce banc. Tu t'es trouvé un super abri là. » Fad regarda autour de lui. Rien qu'il puisse utiliser comme arme. S'il laissait Lod contourner pour arriver à son côté, il n'aurait nulle part où aller. Alors Fade se retourna, pivota sur la pointe des pieds et se redressa en position accroupie. « Qu'est-ce que tu as fait de ma fille ?» dit Fade. Il pouvait voir le chapeau de Lod au-dessus du banc. Il se rapprochait. Encore 2 ou 3 pas. « Qu'as-tu fait à JC ? Elle ne voulait pas me rendre mon arme. »« Alors tu l'as tuée ? » ?»« Aucune idée. Tu devras parler au jardinier, » dit Lod, comme s'il parlait de lait pas encore tourné. « Si j'interprète correctement les paroles de cette chose, je suppose que ta fille est toujours en vie. Ce n'est pas le genre du jardinier de tuer quelqu'un, à moins qu'on ne le mette en colère. Bon à savoir, ça ne change pas le fait que tu lui as tiré dessus, cow-boy. Je ne vais pas retenir mes coups. » Je ne m'y attendrai pas. Alors que Lod contournait le banc, son pistolet en tête, Fad bondit. Il posa son pied gauche sur le bord du pot de plante et poussa. Il sauta en plaquage aérien, frappa Lod à la poitrine avant que l'homme ne puisse tirer. Projeta le cow-boy au sol. Fad devait désarmer Lod, lui arracher ce pistolet. Alors qu'il heurtait le béton, Fad écarta ses coudes, glissa ses mains le long des bras du cow-boy et plaqua les poignets de Lod au sol. Un coup d'œil rapide lui révéla que le cow-boy n'avait dégainé qu'une seule de ses 2 armes, l'arme toujours dans la main droite de Lod. Fad roula dans cette direction, alors que Lod essayait de le repousser. Il utilisa l'élan pour tourner le long du bras de Lod et, tout en roulant, saisit le pistolet et l'arracha. Fade s'arrêta à 1 mètre de là, se redressant sur un genou, pointant le pistolet droit sur le cow-boy. Il n'avait pas tiré avec une arme depuis la mort de sa femme, mais il ferait une exception cette fois-ci. « Tu n'as toujours pas compris, » dit Lod, secouant la tête en regardant le pistolet, son épais manteau brun enroulé autour de lui. « Cette arme ne me fera rien. Par contre, elle te fera beaucoup de mal à toi. » Avant que Fade ne puisse réagir, Lod dégaina son autre pistolet, son doigt armant le chien, tandis que le pistolet se levait, puis pressant la détente alors que l'arme se stabilisait. Fade sentit l'impact de la balle, touchant son épaule et le faisant tournoyer. La douleur irradia dans son bras gauche. Fad accompagna l'élan, gardant son pistolet levé dans sa main droite. Il appuya sur la détente. L'arme rugit et Lod tressaillit. Fad vit la marque sur la veste de l'homme, mais le cow-boy n'avait pas l'air gêné. Pendant ce temps, Fade pouvait sentir le sang se répandre. Une blessure à l'épaule ne le tuerait pas immédiatement, mais ça n'allait pas arranger les choses de non plus. Il pouvait encore se vider de son sang, et son bras gauche était inutilisable. Lod arma à nouveau le pistolet et le pointa sur la tête de Fad. « Si tu as des dieux à qui prier, c'est le moment, » dit Lod. « Lâchez votre arme !» cria une voix provenant de l'entrée du centre commercial. Une paire de gardes de sécurité. Fad vit qu'il ne tenait hand que des tasers. Courageux,
mais stupide de leur part d'affronter un homme armé. On vous neutralise au moindre geste. Lod soupira, se tourna vers les gardes de sécurité et posa son pistolet au sol. Cela ne vous concerne pas, vous deux. Vu que vous vous battez dans notre centre commercial, ça nous concerne, dit l'un d'eux, un homme chauve qui semblait sur le point de transpirer à travers son uniforme. Les deux gardes s'approchèrent, lentement. Fad posa son arme et pressa sa main contre sa blessure. Elle revint humide, glissante et rouge. Il avait été formé pour ça. Comment continuer en cas de catastrophe? Le problème, c'est que ce n'était pas une mission normale. Ce n'était pas un problème normal. Alors que les deux agents de sécurité s'approchaient de Lod, l'un d'eux sortit une paire de menottes. Lod frappa le premier. Un coup direct qui assomma le premier garde et l'envoya au sol. Le second tenta de reculer en titubant, de lever son taser, mais Lod l'écarta d'un coup, attrapa le garde par la chemise et le jeta à terre. Vous voyez ce que je vous disais? Vous devriez vous occuper de vos affaires, au lieu de vous mêler de choses qui vous dépassent. Lod fixa le garde un moment, s'assurant qu'il ne se relèverait pas. Le cow-boy s'essuya les mains sur son manteau, se retourna vers son arme, et Fade lui tira dessus avec le taser. Il appuya sur le bouton et envoya les électrodes voler vers le visage de Lod. Elles frappèrent s'accrochèrent et envoyèrent le cow-boy convulser au sol. Fade lâcha l'arme, tendit la main et saisit de sa main droite une des paires de menottes. Il boita jusqu'à Lod et regarda ses yeux fermés inconscients, cette bouche relâchée. Cette veste pouvait arrêter les balles, mais frappez-le au visage et Lod n'était qu'un homme comme les autres. C'était difficile de le menotter d'une seule main, et plus d'une goutte de son sang tomba sur la veste de Lod. Mais Fade referma le métal autour des poignets du cow-boy. Il sortit son téléphone quand sa vision commença à vaciller. Fad s'assit sur le sol, le dos contre le corps inconscient de Lod, tandis que le monde ondulait. Il avait besoin d'un hôpital, d'une sorte d'assistance médicale, très vite, où les choses allaient mal tourner. Il ouvrit son téléphone. Il entendit une sirène. Des roues s'arrêtèrent derrière lui, le long du trottoir, et Fade pensa que les secours étaient arrivés. Des portières claquèrent, des voix crièrent. Peut-être qu'il survivrait et reverrait JC. L'audience ne répondait pas. JC avait suivi les instructions de Sassix, disant à la table, au programme qui y tournait, de régler la porte et de la renvoyer là où Lod et Veronica étaient allés. Pas qu'elle ait un plan pour ce qu'elle ferait une fois arrivée, mais parfois, il fallait faire un premier pas pour trouver le second. « Pourquoi ça ne fait rien ?» demanda JC à la créature arachnéenne qui planait toujours à proximité. « Parce que, je crois, vous n'êtes pas une ratisseuse. » Sassix frotta furieusement ses pattes. « Je ne peux pas en être sûr, mais il semblerait logique que le jardinier n'autorise que les créatures qualifiées à utiliser ces dispositifs. Et il n'y en a pas beaucoup comme moi, qui tombent ici par accident. La plupart de ceux qui le font finissent pour plutôt morts, j'en ai peur. » Sassix regarda vers la cour, en direction de certaines des autres créatures ortables. « Certains de ceux présents ici sont tout à fait prédateurs. Vous auriez pu être dévorés sur le champ si ce n'avait pas été moi qui vous avez trouvé. » C'est rassurant. JC se retourna vers la table. Elle frappa la surface, montrant toujours le visage de son père, par frustration. « Pouvez-vous le faire? Régler la porte pour moi. Je ne peux pas. Nous ne sommes pas autorisés à traverser vers d'autres mondes. » Sassix ne semblait pas trop contrarié par cette règle. Du moins, pas à moins que le jardinier ne le déclare nécessaire. En 1000 ans, je ne l'ai vu arriver qu'une fois, quand un élément critique d'une civilisation précieuse était en danger d'être perdu. De nombreux ratisseurs y sont allés, et nous avons utilisé tous les outils à notre disposition. Ça a marché? Ça dépend de votre définition de « marché ». La civilisation a bien été sauvée,
Mais imaginez être exposé à tant de technologies nouvelles et avancées, tant d'espèces dont vous ne pouviez concevoir l'existence. Je n'ai pas besoin d'imaginer, répondit JC. Alors ils sont devenus fous ou quelque chose comme ça. Ils sont instables depuis des siècles. Nous voyons rarement leurs ratisseurs assignés, car ils sont tellement occupés à tenter de maintenir l'ordre. Sassix fit un geste vers une table vide qui ne s'élevait qu'à 30 centimètres environ du sol. Et pourtant, il semble que l'espoir soit venu à vous. Quoi? JC regarda la créature qui pointa une patte vers la tour. Eve marchait vers eux, les yeux et la bouche plissés, en signe d'interrogation. La ratisseuse s'approcha de la table avec un regard interrogateur pour JC, mais s'adressa d'abord à Sassix. « Tu fais peur à une jeune fille maintenant, Sassix ?»« Pas du tout, » dit la créature, et JC perçut le ton joyeux. « Je pense que ce qui l'a amené ici lui a fait bien plus peur qu'un beau spécimen comme moi ne le pourrait jamais. »« Il a été vraiment gentil, » dit JC. « Je serais probablement morte sans lui. »« T'a-t-il dit comment il mange ?» trancha Eve avec un sourire. « La raison pour laquelle ils ont des pierres sur leurs pattes? Sa planète est nouée de grottes. Ils se cachent dans les plafonds et dévorent donc les choses qui passent en courant. Ça semble naturel, comme un comportement normal de prédateur, dit JC à Sassix. Je pensais que seules les civilisations avancées avaient des ratisseurs. Oh, nous le sommes. Les méthodes qu'Eve note sont, pour le sport. De nos jours, en tout cas. Bien sûr, Sassix, pour le sport. Eve posa sa main sur la table, la détournant du visage de Fade. Je suis surprise de vous voir ici. JC raconta l'histoire à Eve, tandis que Sassix leur adressait un poli au revoir et se précipitait pour rejoindre ses semblables. À la nouvelle de la blessure par balle de Lod, Eve leva les yeux de la table, mais y retourna bientôt. L'audience passa de la grille de lignes et de points à une carte de la ville de JC, puis à un rapport sur Veronica Plynn. Son père, Christopher, vint ensuite, puis un zoom sur un étrange bâtiment au nord de la ville, un rectangle avec une grande structure en forme de silo attaché. « C'est là qu'ils emmènent ton père, » dit Eve en pointant l'image sur la table. « Et Lod. Qui est il ? » Christopher Plynn et cette société de sécurité qui a fait une descente chez Pétois. Je les ai vus traîner ton père et Lod dans l'un de leurs SUV. J'allais les poursuivre jusqu'à ce que je réalise combien ils étaient nombreux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Pour la première fois, JC vit réellement l'inquiétude caresser le visage d'Eve. Son sourire s'effaça en un froncement droit, et les yeux d'Eve regardèrent l'homme vers le sol. Je ne suis pas sûr. Seul, je ne peux pas pénétrer dans ce complexe. Pas sans utiliser des dispositifs de lui au-delà du niveau actuel de la Terre, en tout cas. Niveau actuel? L'audience suit le niveau d'avancement d'une civilisation, JC. Le jardinier et le bosquet sont remplis d'outils incroyables, des armes et d'autres choses. Mais si nous les apportions à un endroit qui n'est pas prêt à les recevoir, nous pourrions plonger le monde entier dans le chaos. Donc tu dis que nous avons besoin d'aide à l'ancienne? Oui, mais nous avons déjà un ratisseur en moins, et Lod est à la fois capturé et potentiellement dangereux. JC se regarda. Elle se sentait bien, parfaite, et elle avait été touchée à la poitrine il n'y a pas si longtemps. Si le bosquet pouvait accomplir des miracles pour elle, alors, peut-être, il pourrait faire de même pour quelqu'un d'autre. Je crois que je peux te trouver l'aide dont tu as besoin. JC fit un signe de tête vers l'audience. Mais nous devrons d'abord retourner chez nous. Infirmières, chirurgiens, techniciens. Un défilé sans fin de personnes étaient allées et venues de la chambre de Talia depuis l'opération. Même une enquête symbolique d'un policier qui se demandait si elle savait qui l'avait heurté. Sa réponse: un SUV blanc rempli de forces de sécurité armées. Cela avait valu à Talia
un regard impassible et un numéro de dossier. Un numéro dont, Talia en était sûre, elle n'entendrait plus jamais parler. Elle avait donc passé la journée dans une torpeur induite par les médicaments, prêtant vaguement attention à la télévision de la chambre quand elle n'était pas endormie. Jusqu'à ce que JC entre avec la femme que Talia avait fait tomber d'une falaise avec sa voiture. Une femme qui semblait totalement indemne et qui sourit à Talia en entrant dans la chambre. Réussit à dire Talia. Chut, la coupa JC. Ne parle pas. Ce qui va se passer ensuite n'aura aucun sens. Alors tu vas simplement devoir suivre le mouvement, d'accord. Talia bétossa un sourcil. Elle n'était pas attachée au lit, mais avec 2 jambes cassées et une clavicule fracturée, elle n'allait pas pouvoir opposer beaucoup de résistance. Quand le médecin lui avait lu la litanie des blessures graves de son corps, Talia avait été stupéfaite de ne pas avoir été tuée. Apparemment, la carrosserie de sa propre voiture, la berline, avait roulé sur Talia aux bons endroits pour la maintenir en vie. Et dans une douleur terrible. Quelle chance, avait dit le médecin en prescrivant une autre dose de narcotique analgésique. La femme sortit une petite broche verte et la tendit devant Talia. « Saisis-la, dit la femme. Ne la lâche pas. » JC prit la main de Talia et la guida vers le bijou. Ensemble, elles surent le saisir, et Talia se demanda si JC avait été séduite par une étrange secte, si c'était une sorte de rituel, destiné à restaurer son chi ou à guérir son corps par le pouvoir de quelque ancienne divinité. Au lieu de cela, l'hôpital disparut, et Talia se retrouva sur un sol argenté. Pas de perfusion, pas de lit, seulement l'agonie écrasante d'un corps incapable de se soutenir qui atterrit soudainement sur une surface dure. Talia suffoqua. Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle voulait hurler et l'aurait probablement fait si le choc d'être arrachée d'une réalité à une autre n'avait pas atténué la douleur. Que diable venait-il de se passer? « Nous sommes dans le bosquet, dit JC en se penchant sur Talia, scrutant son visage pour voir, probablement, si elle avait survécu au voyage. Il y a beaucoup à expliquer, mais la réponse courte est que l'air ici te fera te sentir mieux. J'espère bien, croassa Talia, parce que tu m'as fait beaucoup plus de mal. La douleur disparaîtra bientôt, dit la femme. JC, garde-la immobile. Quand elle pourra bouger, amène-la en bas dans la cour. Avant que Talia ne puisse protester, la femme tourna les talons et quitta la pièce. JC s'assit sur le sol à côté de Talia, qui ne pouvait pas tourner la tête pour regarder la fille de Fade. « Quel est cet endroit ?» demanda Talia, et JC le lui expliqua. Une réalité étrange loin dans l'espace ou dans une autre dimension, JC n'était pas vraiment clair là-dessus, géré par quelqu'un appelé le jardinier. « Tu te rends compte que tout ça semble absurde ?» Talia aurait argumenté plus vigoureusement, aurait été plus surprise ou confuse, mais franchement, quand tout ce qu'elle pouvait ressentir étaient les 1000 terminaisons nerveuses de ses jambes, qui lui brûlaient chaque sensation, s'agiter pour quoi que ce soit d'autre était impossible. « Crois-moi, j'ai pensé la même chose, dit JC. Je serais morte si ça n'était pas vrai, aussi. Le cow-boy, Lod, m'a tiré dessus, Talia. Il est venu dans ma chambre d'hôtel et m'a tiré dessus. J'ai attrapé son badge. C'est comme ça qu'on appelle le joyau vert, et je me suis retrouvée ici. Le bosquet m'a ramené. Tu as reçu une balle? » Talia n'arrivait pas à croire ces mots. JC avait toujours semblé si jeune, trop innocente pour prendre part au monde adulte des balles et du chantage, des enlèvements et des contrats. Elle supposait qu'ils avaient toujours soupçonné que cela pourrait retomber sur la fille de Fade à un moment donné, mais ce moment n'avait jamais été le présent. JC avait encore l'université, une carrière peut-être, loin de tout ça. « Je n'ai jamais rien ressenti de tel auparavant, Talia, » dit JC, les mots semblant s'adresser autant à elle-même qu'à Talia. « Tu regardes des films tout le temps. Tu vois les séries,
et lis les livres, et la violence te passe dessus. Cet après-midi-là, voir notre salon réduit en miettes, c'était étrange, dingue même, mais je n'ai pas été blessé. D'une manière ou d'une autre, ça semblait encore séparé. Une partie d'un fantasme qui n'était pas vraiment moi, tu comprends? Je comprends, dit Talia. Elle avait rencontré Fade dans les forces spéciales, quand la réalité de ce que ça prenait pour ôter une vie, pour faire ce qui était si routinier sur le grand écran, s'était imposé à eux. L'entraînement ne l'avait pas rendu réel, l'uniforme non plus. Mais quand elle avait appuyé sur la gâchette cette première fois, et qu'une cible en papier n'attendait pas à l'autre bout, cela avait détruit l'illusion. « Il a Fade maintenant, Talia, » reprit JC. « Lod a enlevé mon père. Evil et moi allons le récupérer, et nous avons besoin de ton aide. C'est pourquoi tu es ici, pour te remettre d'aplomb et ensuite venir avec nous. Évidemment, première chance d'avoir des vacances depuis des années, et Fade me les enlève. Vacances, tu aurais été dans cet hôpital. Mais on ne me tirerait pas dessus, ce qui en fait des vacances. Ton père et toi êtes si étranges. » Talia sourit. Même cela faisait mal, moins parce que ses lèvres étaient scarifiées que parce que cela demandait un peu de concentration, détourner l'attention du reste de la douleur, ce qui ne faisait que faire hurler plus fort ses os brisés. Talia avait déjà pris une note mentale, mais elle l'écrivit à nouveau, ne plus jamais se faire renverser. Elle préférerait prendre une balle, un couteau. « Tu le sens déjà ?» demanda JC. « Ce sera comme un picotement, comme quelque chose qui te recoude. » Talia le sentait, des choses doivent à l'intérieur d'elle réparer dans ses muscles déchirés, fixer d'art ses os brisés. La douleur s'évanouit, et tandis que JC continuait à décrire le bosquet et son but, Talia réalisa qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il n'était plus simplement humain, désormais. Véronica n'avait jamais vu cette expression sur le visage de son père auparavant. Un petit sourire, oui, mais avec une profondeur particulière. Ses yeux se plissèrent tandis qu'il tendait la main et la posait sur son épaule. La serra. « Je suis fier de toi, » dit Christopher Pline à sa fille. « Les 2 badges de retour ici, même le cow-boy imprudent remis à notre garde. » Son père recula d'un pas, marcha vers son bureau et s'effondra dans le fauteuil. Le soleil de midi jouait à travers les fenêtres, volant un peu de la saveur austère du mobilier hyper moderne. Véronica resta debout, incertaine de la suite. « Maintenant, avant que tu ne l'oublies, je veux que tu écrives de tout, » dit Christopher. « Tout ce que tu m'as raconté, tout ce que tu as vu là-bas. »« Sur quoi ?» dit Véronica. « Est-ce que je peux emprunter ton ordinateur ? Je n'ai pas récupéré le mien à la maison. » Le sourire de son père s'élargit. « J'espérais avoir l'occasion de te dire ça. Véronica, je te donne un bureau, ici même dans ce bâtiment. » « Un bureau ? Oui, tu travailleras ici, directement avec moi, apprenant comment tout ceci est organisé. » Christopher se pencha en avant sur son bureau. « Maintenant, je sais ce que tu penses. Tu ne sais même pas ce que fait cette entreprise, comment elle fonctionne. Mais tu apprendras. Tu as toujours été doué pour ça. On va commencer avec des petites choses, et puis tu grandiras pour prendre ma place. » De quoi parlait son père? Véronica avait à peine 18 ans, à presque 9 mois de son diplôme de fin de lycée. Père, et l'école, l'université? Elle avait déjà commencé les candidatures. Christopher resta silencieux un moment, son visage se tordant en une grimace. Puis il se leva, vint vers elle et plaça à nouveau ses mains sur ses épaules. Pas fermement, pas fièrement comme avant. Non, c'était la prise de quelqu'un cherchant de la compréhension, sur le point de délivrer de mauvaises nouvelles. « Véronica, j'espère que tu comprends. Il n'y a pas de retour possible à la vie d'avant. » Christopher baissa la tête, la regarda par le haut de ses yeux. « Réfléchis-y. Pourrais-tu retourner au cours de français après avoir vu ce que tu as vu? Pourrais-tu aller à l'orientation des premières années
et parler de ton voyage vers un lieu de l'autre côté du temps et de l'espace? Je ne raconterai probablement pas cette histoire. Bien sûr que non. Christopher la lâcha, leva les mains. Tu pourrais vivre un mensonge, ignorer tout ça et essayer de faire tes devoirs, suivre la même voie que tes camarades de classe, viser les bonnes notes, la liste du doyen et les fêtes du vendredi soir. Tu pourrais être l'une des millions d'autres étudiantes, Véronica. Ou je pourrais être ici, dit Véronica, achevant ses mots pour lui. Je pourrais travailler pour toi, me salir les mains pour toi, abandonner ma vie pour toi. Pour nous, Véronica. Christopher frappa son bureau du plat de la main, puis pointa vers la fenêtre, vers le ciel. Tu dois comprendre, tout ce qui est là dehors. Tout ça, ça n'a aucune importance. Un jour, un tremblement de terre viendra tout balayer. Les océans monteront et laveront nos villes. Quelqu'un appuiera sur le mauvais bouton et plongera le monde dans un enfer de flammes. Aucune université où tu iras, aucun diplôme de lycée ne te sauvera de ça. Mais ces badges, cet étranger et son autre monde, ils sont la clé. Tu parles comme un fou. Véronica se frotta les bras. Tu crois que le monde va finir? C'est ce que tu dis? Christopher secoua violemment la tête. Véronica connaissait ce regard. Elle l'avait déjà vu quelques fois auparavant. Chaque fois que son père croyait en quelque chose au-delà de la raison, au-delà du point où il se souciait de ce que ça coûtait d'obtenir. « Je dis que nous pouvons survivre à tout, » dit Christopher. « Peu importe la catastrophe, nous pouvons nous échapper. Nous pouvons vivre éternellement, apprendre et grandir. Nous pouvons sauver tout le monde avec ces badges si nous apprenons à en fabriquer davantage. » Je ne m'attendais pas à ce revirement, répondit Véronica. Sauver tout le monde? Pourquoi n'as-tu pas commencé par là? Maintenant, les dernières traces tabomis de bonheur disparurent du visage de son père. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Véronica? Je t'offre une opportunité. Je ne suis pas sûr de vouloir la saisir, hésita Véronica. Ellsworth avait été abattu, tué, en courant aveuglément après des opportunités. Quel est ton plan, de toute façon? Tu n'as même pas réussi à faire fonctionner un seul badge. Nous n'avions pas le cow-boy avant, dit Christopher. Maintenant, nous avons quelqu'un qui peut nous montrer. Bien sûr, comme s'il allait t'écouter. Il le fera, dit Christopher, parce que nous lui donnerons ce qu'il veut s'il le fait. Il s'avère que ton kidnappeur a une réputation, une bonne, aussi difficile que ce soit à croire. Des gens prêts à payer pour le libérer. Lod aura un choix. S'il nous montre comment utiliser le badge, Fade sera à lui. S'il ne le fait pas, alors Lod perd son homme. Alors c'est pour cela qu'ils avaient gardé Fade en vie. Véronica les avait observés dans le SUV, arrêtant l'hémorragie, transportant l'homme dans une salle d'opération improvisée ici, dans le domaine de son père. Même si, au moment de leur arrivée, Fad n'avait pas semblé si mal en point, pas comme Ellsworth et Aaron. Tout ça pour pousser Lod à révéler comment les badges fonctionnaient. « Un marché, » dit Véronica. « Je vais noter ce que j'ai vu. Je vais travailler avec toi. Mais après l'école, les week-ends, et j'irai à l'université. Je ne pense pas. Ce sont mes conditions, père. Je ne vais pas abandonner mes rêves pour les tiens. » Pendant un instant, Véronica crut que son père allait exploser dans une nouvelle rage. Au lieu de cela, Christopher afficha un visage impassible, puis tendit sa main. Véronica la regarda fixement. « Serre-la, » dit Christopher. Véronica, après avoir vérifié une seconde fois le regard de son père, lui serra la main une fois. « Maintenant, Véronica, nous avons un accord. On va te montrer ton bureau. Essaie de mettre tes pensées par écrit et fais une sieste. Nous allons avoir une soirée très excitante. » Chapitre 12. Cowboys. Il était allongé sur le dos. Fad en était certain à la sensation.
la pression sur sa colonne vertébrale. Pas un matelas, donc. Rigide, peut-être un lit de camp bon marché, ou un sol. Il n'y avait pas de lumière, du moins, aucune n'était allumée. Noir complet. Le bourdonnement d'un climatiseur suggérait qu'il n'était pas dans une grotte quelque part, ni mort. Une légère brise traversait la pièce. Ventilée, donc. « Tu es les réveillé, ou j'imagine seulement que tu bouges là-bas » demanda la voix de Lod dans l'obscurité, basse et agacée. « Tu ne m'as pas tué. »« Pas faute d'avoir essayé, » répondit Lod. « Il semble qu'il te reste assez de chance. » J'ai bougé, pendant que tu tirais. Tourné l'épaule. N'importe quoi pour atteindre l'ego du cow-boy. Fad supposait qu'il avait été enfermé ici aussi. Le cow-boy et le contractuel ensemble. L'idée que quelqu'un se faisait d'un bon moment. « Ça n'aurait rien changé, » dit Lod. « Là où je t'ai touché, les artères t'auraient vidé de ton sang en 1 minute ou 2. Je suppose qu'ils t'ont bien recousu dans ce van. » « Je suppose que oui. » Fad essaya de tendre le bras pour toucher son épaule, mais ses mains heurtèrent une sangle. Attaché donc. Il essaya avec ses jambes. Même résultat, une bande restrictive l'empêchait de bouger plus d'1 centimètre. « Je croyais que tu étais de leur côté ?» On avait un accord. Ils ont changé les termes. « C'est parce que tu as essayé de me tuer au milieu d'un centre commercial ? Je pense que c'est parce que j'ai quelque chose qu'ils veulent. » Ton chapeau ? Lod rit. J'en doute. Eve t'a emmené au bosquet ? Là où tous mes cauchemars prennent de vie et s'installent pour dîner ? C'est bien cet endroit. Fad cligna des yeux dans le noir. Sans fenêtre, montre ou le moindre repère, il était à la dérive. Il ne semblait y avoir aucun moyen de savoir où il était, ni quand. Le seul ancrage à la réalité était un homme que Fade ne demanderait pas mieux que de plier en bretzel et de briser. Mais même cela, même cette colère qui couvait, restait distante ici. « Qu'as-tu pensé la première fois que tu y es allé ?» demanda Fad. « Que ça ne ressemblait pas beaucoup à Laramie, » dit Lod. « Mais quand j'ai rencontré le jardinier, les choses ont commencé à prendre sens. »« Tu peux m'expliquer ? » ?»« Tu dois comprendre, Fade, je ne te tue pas pour des raisons personnelles. Ce n'est pas non plus une affaire, comme le disent tous ces fichus films ces jours-ci. » Lod soupira. « Non, c'est parce que tu es sur le chemin. Un obstacle pour cette planète et les gens qui s'y trouvent. Tu comprends ? Je dois avouer que non. Le jardinier, vois-tu, a un plan. Il veut aider les gens, et je ne parle pas seulement des humains ici, à atteindre son niveau. L'audience guide les ratisseurs, c'est-à-dire moi et Eve, vers les choses qui font obstacle à ce progrès. Malheureusement, tu es cette chose. Je vais d'une façon ou d'une autre arrêter le progrès humain. Apparemment. Habituellement, ça signifie que tu vas faire quelque chose de terrible, ou permettre qu'il se passe quelque chose d'horrible. Je vois, médita Fade. Il n'avait pas accès à des armes nucléaires, ne prenait pas de contrat pour tuer des présidents ou déstabiliser l'économie. Quelques tabassages au restaurant et enlèvements n'allaient pas faire dévier le monde de sa trajectoire, n'est-ce pas ? Quand Eve et moi sommes allés à l'audience, dit Fade, elle nous a dit que tu étais la nouvelle cible, que tu étais le risque. J'en ai entendu parler. Les cibles peuvent rechanger, cependant. C'est une supposition. Qui est le problème le plus probable à un moment donné ? On dirait que tu argumentes contre l'audience, en fait, répondit Fade. Si tu ne peux pas être sûr que la cible est toujours, la cible, comment peux-tu faire quoi que ce soit ? Lod ne parla pas pendant 1 minute. Fad voulait secouer la tête, mais il l'avait aussi attaché. Aucun mouvement pour lui. Pourtant, si Eve et Lod ne s'étaient jamais demandé si ce qu'ils faisaient avait un sens, après toutes ces décennies à tuer et à influencer les gens, alors Fade était sur le point de perdre le peu de respect qu'il avait encore pour les ratisseurs. Quand lui et Talia prenaient un contrat,
Il s'assurait donc qu'il était légitime, que les objectifs n'étaient en vent pas sinistres, cupidité mise à part. Ce n'est pas parfait, finit par dire Lod. Tu peux regarder l'histoire et voir à quel point nous avons été proches de tout perdre au fil des ans. Le jardinier n'aidait pas Dieu, c'est comme jouer une main. Nous avons quelques as, et il y a une rivière prometteuse sur la table. Tu dois placer tes paris et espérer gagner. Tu utilises une métaphore de jeu pour parler de ma vie, de la vie de ma fille. Elle n'était pas censée se faire tirer dessus, dit Lod. Mais voilà le truc, Fad. Si j'essaie de sauver tout le monde, je suis prêt à accepter des victimes. Ça arrive. Rappelle-moi de ne jamais oublier que tu es un salaud sans cœur. Je n'y manquerai pas. Lod se tut. Fad ferma les yeux. Son épaule pulsait. Combien de temps penses-tu que nous resterons coincés ici? Jusqu'à ce qu'ils décident de nous tuer, dit Fade. Toi, peut-être, répondit Lod. Moi, ils essaieront de m'utiliser. T'utiliser? Ils veulent proc les badges. Cet homme, le père de la fille, il veut aller au bosquet. Lod ricana. Il pense que c'est une sorte de terre promise. Je pourrais le laisser y aller juste pour voir la tête qu'il fera, voir toute cette déception, juste avant de lui tirer dessus. Talia n'arrivait pas à croire qu'elle pouvait marcher, qu'elle avait marché, n'arrivait pas à croire ce qu'elle faisait alors qu'elle se glissait sur le siège conducteur de sa berline. Nettoyée et prête à partir, bien que le mécanicien allait lui facturer la voiture de près détruite. À quoi Talia n'avait pas vraiment de réponse. Elle obtiendrait plus de contrats et le mécanicien lui avait proposé un plan de paiement. Eve l'avait déposé après avoir bouleversé l'esprit de Talia, encore et encore, pendant leur traversée du bosquet, et allait maintenant conduire JC chez une amie. Ensuite, elles se retrouveraient toutes les deux au nord de la ville pour déterminer comment approcher le complexe. L'endroit où il retenait Fade, là où le cow-boy l'avait emmené. Talia appuya sur l'accélérateur, quitta le parking et savoura la simple sensation de son pied répondant à sa commande. Une contraction des muscles, une réponse des nerfs, le vrombissement d'un moteur. Elle n'avait passé qu'une journée à l'hôpital, mais elle n'avait pas pu bouger, avait à peine pu sentir ses jambes endommagées, brisées. Mais quand elle avait remercié le jardinier, cette chose gris métallique se tenant devant cette énorme sphère, de lui avoir rendu son corps, il n'avait pas semblé heureux. « Trop nombreux, Ève », avait dit le jardinier en regardant leur groupe, les 3 femmes. Les ratisseurs dépendent du secret pour être efficaces. Sur chaque planète, avec chaque civilisation qui a découvert leur existence, le désastre a suivi. Nous pouvons leur faire confiance, avait dit Ève. Talia avait fait écho à cette affirmation. Personne ne nous croirait de toute façon. JC. Talia pensait que c'était un miracle qu'elle ait là et survécu à cette attaque contre la maison. Fad devrait être sacrément fier. Vous seriez surpris de ce qui peut être cru, avait répondu le jardinier. Nous pourrons nous inquiéter de cela plus tard, avait dit Talia. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'objectif. Ils l'avaient tous regardé fixement pour cette remarque, un rappel que Talia était la plus récente arrivée dans ce spectacle particulier. Peut-être surpris que Talia ne soit pas plus désorientée, pas abasourdie par le contexte, par les badges et l'audience et tout le reste. Le fait est que Talia avait le don de se concentrer sur ce qui importait, d'exclure tout le reste et de s'en occuper plus tard. C'est pourquoi elle et Fade travaillaient d'aussi bien ensemble. Elle le gardait orienté, et Fad l'empêchait d'oublier la vue d'ensemble. Oh, ouais. Talia s'engagea sur l'autoroute, direction est, vers l'intérieur des terres. Les nuages de l'après-midi plaquaient l'arme des ombres sur les collines ondulantes devant elle. Un tableau plus agréable que la circulation dans laquelle Talia commençait à s'engager. Au moment où Ève réussirait à atteindre le point de rendez-vous, il serait probablement tard dans la soirée.
Elle mènerait de ce sauvetage après la tombée de la nuit. Talia préférait ça. Moins d'éblouissement dans la lunette de visée. Son téléphone bipa. Talia l'aurait regardé, mais l'autoroute était suffisamment animée pour rendre risqué le fait de quitter le pare-brise des yeux. Quand son téléphone vibra une minute plus tard, cependant, elle répondit à l'appel. Main libre. Une voix sortant du haut-parleur. Talia, son oncle. L'hôpital a appelé. Ils ont dit que tu avais disparu. J'essaie de te joindre toute la journée. J'ai été occupé. Apparemment. Comment peux-tu bouger? Comment es-tu sorti? De l'aide, mon oncle. C'est comme ça. Que se passe-t-il? L'avertissement du jardinier traversa son esprit. Impossible de partager les détails avec son oncle. Pas maintenant, en tout cas. Je suppose, d'après le ton de ta voix, que tu n'as pas reçu le message à l'instant. Je conduis. Alors laisse-moi te régaler. Ton ami, Fade. Il semble qu'il se soit attiré des ennuis pendant que tu te faisais réparer. Christopher Pline l'apprit. Son oncle laissa les mots s'éteindre, attendant une réaction. Un halètement peut-être, un juron. J'ai entendu ça. Talia ne lui donna ni l'un ni l'autre. De qui? Je n'ai reçu la note qu'il y a 1 minute. J'ai mes sources. Tu es drôlement évasive pour quelqu'un qui a failli mourir il y a 1 jour. Je suis désolé. Talia n'était pas désolée. Je n'ai pas le temps pour une conversation décontractée. Moi non plus. Maintenant que je sais que tu es vivante, je suppose que tu vas aller chercher Fade. N'est-ce pas ce que font les partenaires? S'entraider? J'ai enquêté sur la société que Pline emploie, Talia. Tu ne vas pas t'en sortir toute seule. Suggères-tu quelque chose? Talia pouvait presque voir le visage de son oncle se fendre d'un sourire. C'était ce pourquoi il vivait maintenant, des accords et des marchés, des coups sur son échiquier métaphorique. Talia n'était qu'une autre pièce qu'il pouvait déplacer. Le problème, c'est qu'en l'écoutant, Talia ne voyait pas comment elle pourrait dire non. Quand Veronica ouvrit la porte, elle se demanda si elle trouverait les 2 prisonniers morts, libérés de leurs liens et à la gorge l'un de l'autre. Une bataille que Lod gagnerait probablement, étant donné que Fade avait été blessé par balle à l'épaule. Mais ils étaient tous 2 là, Fade sur le lit de camp, Lod attaché à une chaise, endormi. Visiblement, nous ne sommes pas assez effrayants, annonça Veronica. Lod se réveilla en sursaut, tandis que Fade ouvrit un œil et le roula vers elle. Elle regarda Fade en parlant. Ça faisait du bien, planter le décor, leur dire comment les choses d'Abisolemi se passaient. Venant d'une vie, jusqu'à présent, où elle était celle sans pouvoir, Veronica commençait à en voir l'attrait. Soit vous me libérez, soit vous me tuez. C'est Lod qui parlait, mais sans prendre la peine de la regarder. Il semblait, en fait, s'ennuyer. Vous savez, je vous appréciais. Veronica fit 3 grands pas vers le cow-boy et lui enleva son chapeau. Elle avait dit au garde de Point Zéro de le laisser à Lod. Elle ne voulait pas se faire un ennemi absolu de cet homme. Mais maintenant vous êtes imprudent. Vous allez me le rendre ou vous allez le regretter. Lod ne tournait toujours pas la tête, agaçant. Veronica lança le chapeau à travers la pièce. Il heurta le mur opposé, sans faire beaucoup de bruit, et tomba au sol. Si vous voulez récupérer ce chapeau, vous allez faire ce que nous disons. Elle se retourna vers la porte. Si aucun d'eux ne voulait parler, alors elle partirait. Finirait d'écrire ses souvenirs du bosquet. Ennuyeux, mais plus sûr. « Savez-vous à qui vous parlez ?» dit Lod, et pour la première fois, Veronica pouvait entendre un peu de colère dans sa voix. Elle s'arrêta, sourit à la porte. « J'ai été dans les cellules d'une 12aine de dictateurs pires que vous et votre père cinglé. J'ai été dans des guerres plus violentes que tout ce que votre soi-disant sécurité pourrait comprendre. Veronica, vous vous faites un ennemi dangereux en ce moment. » « Ellsworth aussi a fait des menaces, » répliqua Veronica en se retournant. « Il a fini par mourir dans sa propre voiture. Vous me montrerez comment fonctionnent les badges.
ou vous subirez le même traitement. Lod lui lança un regard d'acier, défiant. Elle devrait... Non. Son père surréagissait. Son père piquait des crises qui aveuglaient sa propre brillance. Elle ne serait pas comme lui. Veronica ne ferait pas ses erreurs. « Nous allons le vendre », dit Veronica en désignant Fade. Il s'avère qu'il a beaucoup de fans, des gens qui paieront pour le voir sortir de ce lit et reprendre son travail. « Vous ne pouvez pas faire ça, » dit Lod. « Il doit mourir. »« Je ne me souviens pas que ce soit mon problème, » répondit Veronica. « Bien sûr, nous sommes prêts à faire un échange. »« 2 personnes qui se battent pour moi, » dit Fad. « J'adore ça. »« La ferme, » dit Lod. « Nommez vos conditions. »« Les badges, » répondit Veronica. « Montrez-moi comment ils fonctionnent, et je vous laisserai partir. Vous pourrez faire ce que vous voulez de Fade après ça. » Lod se laissa aller contre le dossier de la chaise. Il fixa Veronica. Lentement, un sourire se dessina sur son visage mal rasé. « Te montrer à toi comment il fonctionne? Pas à papa ?» Veronica croisa les bras, ne prit pas la peine de répondre, lança à Lod le regard noir qu'il méritait. « Les familles, c'est merveilleux, non ?» dit Fad depuis sa couchette. Ils l'ignorèrent. « Je vais te dire, » reprit Lod, « tu me laisses me partir maintenant, et je ne te tuerai pas plus tard. Une dernière fois, cowboy, une dernière chance de dire oui, ou je franchis cette porte, et je leur dis de préparer Fade pour le départ. » Veronica s'attendait à une autre pique du père de JC, mais cette fois, il resta silencieux. Ses yeux étaient ouverts, cependant, et Veronica pouvait voir Fade tester la solidité de ses liens. Une perte d'énergie. « Tu te souviens quand l'audience a dit que j'étais la cible, là-bas, dans le bosquet ?» demanda Lod. « Peut-être. Tu vois, la cible provoque toutes sortes de perturbations. Ils sont dangereux parce qu'ils bouleversent l'ordre des choses. Veronica, sais-tu pourquoi je ne dirai jamais oui à toi ou à ton père? » Apparemment non. Parce que dès que vous, les imbéciles, auriez compris ces badges, vous auriez des gens qui afflueraient dans le bosquet. Et devine ce qui se passe alors? Le jardinier décide que l'humanité est une expérience ratée, décide de nettoyer la table, de recommencer. Tu dis que ça tuerait tout le monde? Veronica secoua la tête. Tu es ridicule, Lod. Nan, je suis juste dangereux. Lod se leva, la chaise entravant ses chevilles, se pencha en avant et se précipita vers Veronica. Le cow-boy sans chapeau, son crâne chauve encadré par de longues mèches graisseuses, fonça droit sur elle. Veronica recula d'un bond, hors de la porte. Celle-ci se referma alors que Lod s'y jetait l'épaule la première. Il rebondit contre la porte, mais Veronica pouvait voir le visage du cow-boy. Il riait. En temps normal, la perspective d'une nuit chez Ali aurait été une raison de se réjouir. Un dîner qui ne serait pas à emporter. Un changement par rapport à la maison habituellement vide, pendant que son père disparaissait pour des affaires qui duraient jusqu'à des heures aléatoires. Même avec l'école le lendemain matin, elles en regarderaient genre des films et planifieraient les bêtises à faire le week-end. Maintenant, JC ne voulait pas y aller, ne voulait pas quitter la compagnie d'une femme qui, selon ses propres commentaires, devait avoir plus de 100 ans, qui prévoyait de se livrer à des types de violences que JC croyait confinés au domaine du divertissement populaire, qui, à un moment donné, avait essayé de tuer son propre père. « Vous ne pouvez pas, » répondit Eve lorsque JC insista, pour la 3e fois, qu'elle serait un atout. Ce n'est pas que vous ne seriez pas utile, sauf que c'est exactement ça. Et vous n'en savez rien. Dites-moi, JC, comment aideriez-vous Talia et moi? Eve gardait les yeux sur la route, naviguant dans la circulation aux heures de pointe, bien que ce fût moins le slalom rapide que JC désirait toujours en voiture, et plus un lent va-et-vient de conducteurs fatigués qui s'arrêtaient et redémarraient. « Écoutez, je connais Veronica. Enfin, pas bien,
mais je la connais. Ou du moins, je sais qui elle est. J'ai été chez elle, JC n'était pas sûre où elle voulait en venir, mais elle était certaine qu'une conclusion solide apparaîtrait à un moment donné. Je pourrais peut-être deviner ce qu'elle va faire. Je ne pense pas que cette fille soit le problème. Eh bien, son père ne sera pas si différent, n'est-ce pas? N'est-ce pas le dicton? La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre? Ève rit. Je ne pense pas que c'est à ce genre de situation qu'il pensait. Ève glissa la voiture dans la voie de droite, et elles descendirent la bretelle de sortie. Prirent à droite en direction de l'hôtel, une chambre où, il n'y a pas si longtemps, JC avait été abattu. Cette pensée l'arrêta net, et elles continuèrent en silence jusqu'à ce qu'Ève gare son petit SUV dans le parking. « Vous avez toujours la clé ?» demanda Ève tandis qu'elle quittait la voiture. « J'ai dû oublier de la prendre pendant que je saignais par terre, » répondit JC. Elle frissonna. Elle pouvait voir le balcon d'ici. Rideau tiré, mais elle était certaine que la fenêtre du 3e étage, là sur le bord gauche du bâtiment, appartenait à sa chambre. Pensez-vous qu'ils l'ont nettoyée? Lod aurait mis la pancarte « Ne pas déranger » sur la porte, dit Ève alors qu'elles entraient dans le hall. Par habitude. JC ne demanda pas si cette habitude consistait à garder les victimes de meurtre cachées d'aussi longtemps que possible, ou à s'assurer une nuit paisible. « Je séjourne dans la chambre 315, » annonça JC au réceptionniste, qui, alors qu'elle annonçait le numéro de chambre, se mit à tressaillir plusieurs fois, comme si JC l'avait choqué avec un buzzer. « Je vous demande pardon ?» demanda le réceptionniste. « 315, » répéta JC. « C'est ma chambre, mais j'ai perdu la clé. Puis-je en avoir une autre ?»« Attendez. » Le réceptionniste dévisagea JC. « Y a-t-il un problème ?» intervint Ève, s'avançant à côté de JC. « Nous avons juste besoin de la clé pour qu'elle puisse entrer. »« Bien sûr, » dit le réceptionniste. « Voyez-vous, il y a un problème avec cette chambre, à savoir, quelqu'un y était mort hier soir, d'après ce que j'ai entendu. » Il fallut une seconde à JC pour comprendre. La tache de sang. Mais elle n'avait pas son sac à dos. L'ordinateur. « La police a tout pris. Des preuves, » disait-il. Le réceptionniste les fixait toutes les deux, comme s'il voyait des fantômes, ce qui, d'une certaine façon, était le cas. JC n'aurait pas dû survivre, mais, grâce à un dispositif créé par une créature qu'elle ne comprenait pas, elle se tenait là. 1 minute plus tard, Ève et JC se trouvaient devant l'hôtel. « Où se trouve le poste de police ?» demanda Ève. « S'il est proche, nous pourrions y aller. » « Je ne sais pas. » JC n'avait même pas son téléphone. Tout ce plan reposait sur l'invitation permanente qu'elle avait de dormir chez Ali n'importe quelle nuit, un accord en partie poussé par Fade, étant donné son emploi du temps imprévisible. Alors, que devrions-nous faire? Vous me demandez à moi? Je vois ce que vous voulez dire, JC. Ève sortit son propre téléphone, l'attrapant comme toujours derrière elle, le tirant de son sac à dos. Elle l'ouvrit et le regarda pendant 1 seconde. « Nous manquons de temps avant que je doive rejoindre Talia. Vous pourriez m'emmener avec vous. Je pourrais vous laisser ici et vous pourriez trouver un autre moyen de rejoindre votre ami? Je n'ai pas d'argent, pas de téléphone, je ne connais pas ce quartier et je pense que l'employé là-bas pourrait s'évanouir si j'y retourne. Je ne connais pas bien votre père, JC, mais je pense qu'il ne serait pas surpris d'entendre cela de votre part. » Eve posa une main sur l'épaule de JC. « C'est décidé alors, vous viendrez avec nous. Mais, et je ne dis pas cela à la légère, vous ferez ce que nous disons, sans vous plaindre, sans hésitation, parce que dès que nous quitterons cet hôtel, ce ne sera plus un jeu. » J'ai compris. JC ne sautilla pas en retournant vers la voiture d'Ève. Elle ne rit pas, ne poussa pas de cri de joie, ne brandit pas son poing en l'air. C'était ce qu'elle avait voulu. Partir sauver son père. Alors pourquoi se sentait-elle si mal?